Voir un film pour se divertir est une chose, mais se forcer à le regarder jusqu'au bout pour se sentir diverti en est une autre. Salut à tous, c'est Vin sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit film de SF réalisé par Scott Beck et Brian Woods, que je ne connaissais pas, qui ont réalisé Haunt, que je n'ai absolument jamais vu, et ils ont travaillé également à l'écriture de Sans un bruit. D'ailleurs, on va reconnaître beaucoup de similitudes par rapport à ce film, on en reparlera. Mais surtout, le film a été produit par Sam Raimi, et cet argument ne servira que de marketing, puisqu'en dehors de la production, on ne reconnaîtra forcément jamais sa patte. Mais c'est juste rigolo de se dire qu'il a validé ce film. Alors avant d'aller le voir, je ne savais pas grand chose, c'était un véritable bond dans l'inconnu. J'ai juste vu la bande-annonce et j'ai eu l'impression de voir une espèce de fusion entre Jurassic Park et After Earth. Et ça aussi, on en reparlera. Le film est déjà sorti il y a quelques jours aux États-Unis et les premiers retours sont plutôt sceptiques. Suite à un crash sur une planète inconnue, le pilote Miles se rend compte qu'il s'est en fait écrasé sur notre propre Terre, il y a 65 millions d'années. Lui et la jeune Koa sont les seuls survivants de ce crash, et vont devoir se frayer un chemin à travers cet environnement hostile, contre des créatures préhistoriques. Oui. Alors, dans ce film, il y a du plus et du moins. Le problème, c'est que le moins est tellement fort, tellement pesant, que le plus a du mal à se démarquer. 65, La Terre d'avant est donc un film à la Love and Monster, et ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'ils ont ramené la fille Ariana Greenblatt, puisqu'elle avait déjà joué dans ce même film. D'ailleurs, on parlera d'elle dans un instant. Et je constatais qu'au démarrage, la menace prenait quand même son temps. C'est un film 100% sur de la survie dans un environnement où la chaîne alimentaire règne. Mais surtout, vous savez, on dit souvent que le film Avatar, et je suis le premier à dire ça, mais Avatar pour moi c'est un grand pot pourri de tout ce qui a marché autour. Mais alors là, ça n'a jamais été autant le cas avec ce film, qui finalement, avec du recul, n'a aucune identité. On retrouve, j'ai listé Interstellar, The Last of Us, After Earth, Sans un bruit, La planète des singes, Seul sur Mars, Passengers et Love and Monsters. Ça fait beaucoup là, non? Et forcément, quand tu me pompes tous ces films, évidemment que tu perds ton identité, et évidemment que tu vas me pondre tout un tas de clichés avec une tonne de Deus Ex Machina. J'avais l'impression d'avoir le super pouvoir de voyant tellement que je prévisualisais tout à l'avance. Malheureusement, 65, La Terre d'avant possède une fin qui s'essouffle, un dernier tiers où je me suis dit le héros n'a pas encore affronté le monstre principal. Et le film n'est pas encore fini. Là, j'avoue que j'aimerais bien que ça s'arrête. En effet, le film dure 1h30, mais j'avoue avoir eu l'impression de regarder un film de 2 heures. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même de bonnes petites choses à piocher. Par exemple, il y a tout un travail sur la gestion de la langue, et c'est justement ce qui va former la relation entre les deux personnages présentés. Vu que les deux personnages ne parlent pas la même langue, il y a toute une installation sur la communication qu'ils vont devoir faire entre eux. Donc ça sera quasiment un film muet. Et c'est justement ça qui est génial parce qu'on a ce côté paternel du côté de Adam Driver avec la gamine et c'est très mignon. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très mignon. C'est très expressif pour le coup parce qu'ils vont devoir communiquer juste avec leurs mains, en bougeant comme ça, en montrant les parties de leur corps. Et pour une fois, je me suis dit tiens, là on a un bon contre-exemple de la série The Last of Us. Vous savez, Neil Druckmann s'est vanté d'avoir mis un gamin muet soi-disant pour que ce soit plus expressif, alors qu'on sait tous très bien qu'il l'a mis juste pour le quota d'handicapé, puisque la seule chose qu'il a fallu lire, comme je vous l'ai expliqué dans mes vidéos sur The Last of Us, eh bien ce sont des sous-titres, et c'est chiant. Alors que là en fait il fallait vraiment lire les expressions qu'ils avaient dans leur visage. La gamine parle, on ne comprend pas ce qu'elle dit, mais on comprenait à peu près où elle voulait en venir. C'est vraiment adorable. De plus, le comportement de cette fille m'a paru plutôt réaliste, et ça aussi, enfin, je reviens encore sur la série The Last of Us, mais c'est justement ça que je voulais voir. La relation de ces deux personnages va se forger au fur et à mesure des péripéties qu'ils vont vivre à travers des aventures, des tensions qui vont s'installer dans le film avec des créatures, et quasiment jamais à travers de dialogues. Ça pour moi c'est vraiment une petite prouesse. Une chose que j'aurais adoré voir dans la série The Last of Us qui finalement ne propose quasiment pas d'action. Tandis que dans le jeu vidéo, il y avait les deux. Il y avait des dialogues et de l'action. Des péripéties qui faisaient renforcer les liens entre l'homme et la fille. Et bien voilà, c'est le seul truc que j'ai trouvé vraiment bien fait dans ce film, 65, même si je trouve que la relation paraît trop évidente. Par exemple, à un moment, on a un Dan Driver qui voit la gamine, et là t'as un flashback de sa fille, au cas où t'as pas compris qu'il est censé retrouver sa fille dans le visage de cette gamine qui
on ressemble pas forcément, mais d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que les deux sont métisses, la gamine de Adam Driver est métisse et cette gamine, l'actrice Ariana Greenblatt, je crois, est métisse également. Donc voilà, encore une petite subtilité qui a été bien réfléchie par rapport à la série The Last of Us. Je ne dis plus rien, Et dans tout ça, je trouve que cette jeune actrice joue très bien. Voilà, encore une fois, elle est très mignonne. Et Adam Driver, de son côté, s'en sort bien, même si on sent qu'il est très mal dirigé et qu'il donne tout ce qu'il peut avec ce qu'il a. Disons que c'est le minimum syndical. Dans ce long métrage, il y a une ambiance, des petites tensions, même des scènes quelque peu claustrophobes. Ils ont même tenté de créer quelques panoramas vertigineux. Bref, au moins ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression d'être ailleurs. On n'a pas l'impression d'être chez nous. Il y a même des moments où je me suis dit, tiens, ça me paraît mieux que Jurassic World, les derniers films, mais moins pour les dinos. Et c'est là qu'on arrive au plus gros problème de ce film. Déjà, première chose, des dinosaures sur une planète. J'ai trouvé ça mais tellement has-been. On dirait presque un espèce de film de boomer. Et puis même, je veux dire, mettez-leur des plumes. Soyez un petit peu original. Débrouillez-vous pour rendre le film classe. Là, on a vraiment la première vision des dinosaures de Jurassic Park. Et encore. Je dis ça, mais je peux vous garantir que les dinosaures du premier film Jurassic Park était largement mieux fait. Mais alors largement. Déjà parce qu'il y avait une subtile façon d'utiliser les images de synthèse avec des animatroniques. Là, on a juste un amas d'images de synthèse dégueulasses. Ça fait physiquement mal aux yeux. On a des espèces de nuits américaines bleutées à gerber, mais on sent qu'il n'avait aucune direction artistique palpable. Il n'avait aucune idée de ce qu'il voulait faire avec ce film. D'où ces dinosaures très moches, avec des textures et qui font peine à voir. Sans parler de la lumière random qui, encore une fois, n'a pas de réelle volonté artistique derrière. D'où cette façon de tout rattraper à l'étalonnage. C'est moche. Dans Jurassic Park, le premier film, ce qui rendait les dinosaures plus beaux, c'était justement le fait qu'on les avait ancrés parfaitement dans l'univers, dans un côté très réaliste avec une lumière qui matchait avec la modée. À l'époque, je peux vous garantir que pour moi, c'était du vrai. Et dans tout ça, le clou, je crois bien que c'est la musique. En fait, moi j'étais content parce que j'avais cru entendre dire que Danny Elfman allait bosser sur la musique. Et dès que le film commence, je me suis dit, ah, là on le reconnaît, je suis content. Mais plus tard, j'ai fini par me dire, mais non mais là, la musique dessert plus le film qu'autre chose. Et donc, je me suis renseigné et apparemment, c'est parce qu'un certain Chris Bacon a pris la relève après quelques partitions composées par Danny Elfman. Et waouh, ça s'entend et plus jamais je ne remettrai en question le travail de Danny Elfman. Généralement, même quand il me déçoit, c'est pas un niveau où ça dessert le film. Là, on a vraiment un son qui donne l'impression de regarder quelque chose de série B. Alors, pour anecdote, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai vu le film avec Mireille et on s'est croisés par hasard dans la salle. Et à la fin du film, on s'est regardé et on était tous les deux d'accord pour se dire qu'on avait eu l'impression de regarder un espèce de téléfilm W9. Vous savez, qui diffuse le dimanche après-midi dans un temps pluvieux. C'est donc un film qui se consomme mais à petit feu. Certains pourront trouver leur compte dans la relation père-fille, qui m'a paru plutôt réussi, tandis que d'autres pourront royalement se faire chier. Et je ne vous cache pas que j'étais un petit peu le cul entre deux chaises. Voilà. En tout cas, de votre côté, si vous avez déjà vu le film, évidemment, comme à chaque fois, je vous invite à me faire part de votre avis dans les commentaires, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.